John Gallianos est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. En juillet 1979, 2 adolescents sont précipités en bas du pont Jacques-Cartier par 2 hommes sans pitié. Ils ont dit, écoute, saute en bas. Imaginez-vous l'horreur de cet enfant-là. Là. Je me rappelle pas si c'est Guérin ou Pimparé qui a dit « Vous auriez dû voir le splash que ça a fait. » L'un des suspects, Gilles Pimparé, accepte avec méfiance de passer le test du polygraphe. Il y a un vieux dicton qui dit « Pour jouer Hamlet, il faut être un Hamlet. » Évidemment, il faut tasser toute émotion. Et lorsque j'ai demandé sa version des faits, « J'ai tout déjà compté à la police. » J'ai dit que peu importe ce que tu dis à la police, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est ce que tu dis à moi. En juillet 1979, même s'il le nie fortement, tout indique que Gilles Pimparé et son complice Normand Guérin sont les auteurs du crime sordide qui indigne le Québec tout entier. Le meurtre des jeunes Chantal Dupont et Maurice Marcil, jetés vivants en bas du pont Jacques-Cartier. Un dossier, je pourrais dire, des plus horrifiques de l'histoire du Québec. Ça a eu un impact assez violent. C'est le cas de dire parmi la population. Les gens voulaient trouver les auteurs de ça, puis qu'ils soient condamnés. C'était majeur à l'époque. Ce soir-là, assistant à un concert de Gérard Lenormand présenté à la Ronde, Maurice Marcil et Chantal Dupont quittent leurs amis avant la fin du spectacle et décident de rentrer à pied par le pont Jacques-Cartier. Maurice avait 14 ans, elle avait 15 ans. C'était pas son chum, c'était un ami. Il demeurait dans la même région, à Longueuil. Mais les adolescents ne rentreront jamais à la maison. Sur leur parcours, 2 truands sans envergure guettent leur prochaine proie. Ils auraient possiblement été accostés pour faire un vol à main armée à l'aide d'un couteau. Une semaine plus tard, à une 60aine de kilomètres en aval, dans le secteur de Lanoraie, 2 cadavres sont repêchés dans les eaux du fleuve. Au moment où ils ont trouvé les corps, c'était plausible que ça pouvait être les deux. Mais lorsqu'un corps séjourne 7 jours dans l'eau, ils sont difficiles à reconnaître. Alors, c'était hypothétiquement eux autres, par la description des vêtements. Après vérification, on confirme que ce sont bien ceux de Chantal Dupont et Maurice Marcil. Déjà, le fait que les corps séjournaient dans l'eau, il y a des indices physiques qui peuvent disparaître parce que le corps gonfle et tout ça. Alors, si la victime a été battue, ça va peut-être moins apparent. Alors, c'est sûr que lorsque une enquête part comme ça avec un certain délai, les chances de réussite s'amenuisent. Par un hasard inouï, le vol de 2 dames guide les policiers vers Gilles Pimparé et Normand Guérin. Le soir du 4 juillet, soit le lendemain de la disparition des adolescents, les femmes sont abordées par 2 individus. Elles font d'abord comprendre à leur agresseur qu'elles n'ont aucun objet de valeur ou d'argent sur elles. Les 2 crapules décident alors de les escorter jusqu'à leur domicile pour y dérober des bijoux. Mais en repartant, les 2 voleurs laissent sur place des pièces à conviction importantes pour la suite de l'enquête. On parle souvent de coup de chance. Oui, c'est de la chance, mais souvent, ce type de criminels-là, c'est pas les plus brillants de la société. Alors, ils laissent des indices. Ils en laissent un peu partout. Quand on parle d'ascension délictuelle ou d'ascension d'une carrière criminelle, généralement, c'est le propre des individus qui ont commencé une carrière criminelle avant l'âge de 15 ans.
Ils ont été impliqués dans des délits, dans du taxage à l'école, dans le trafic de stupéfiants, un peu de drogue douce, etc. Ou ils sont en contact avec des criminels, mais aussi en contact avec des idées déviantes. Dans cette optique-là, ils deviennent de plus en plus désinhibés. C'est comme si les idées, les pensées délictuelles qui les habitent, ils se donnent la permission de les actualiser progressivement. Ce sont des individus qui, une fois incarcérés, ont de la difficulté à expliquer comment il se fait que je suis allé si loin. En colligeant les témoignages d'autres personnes attaquées sur le pont Jacques-Cartier, les prévenus deviennent rapidement les principaux suspects du double meurtre. Dans le journal La Presse ou le journal de Montréal, on parlait de 2 monstres arrêtés. John Gallianos reçoit à son bureau Gilles Pimparé, alors l'un des hommes les plus détestés du Québec. Il y a un test polygraphique, ça se fait toujours seul avec la personne. J'ai expliqué le fonctionnement de l'appareil. Il me dit « Amène ta bébelle, j'ai rien à faire là-dedans. » Gilles Pimparé est un petit criminel bien connu des milieux policiers. Il a accepté de passer le test du polygraphe, mais John Gallianos remarque rapidement une certaine méfiance de sa part. Dès le début de l'interrogatoire, l'homme de 25 ans tente de semer le doute sur sa condition physique. Parfois, ça peut être vrai, mais parfois, ça peut être tout simplement une porte de sortie pour tenter d'éviter le test polygraphique, en espérant que le polygraphiste dise « il n'est pas en bonne santé pour le test ». Perplexe, John Gallianos poursuit son travail. Il est bien conscient que l'interrogatoire qu'il s'apprête à mener ne sera pas facile. Il avait de la misère à me regarder. Il a regardé à terre. À quelques reprises, je suis obligé de dire « Gilles, regarde-moi dans les yeux puis parle plus fort. » Parce que des fois, il marmonnait. Même s'il s'agit du meurtre gratuit de 2 jeunes sans histoire, le polygraphiste ne doit pas se laisser atteindre par la gravité du crime. Il y a un vieux dicton qui dit « Pour jouer Hamlet, il faut être un Hamlet ». Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, il faut tasser toute émotion. En entrevue pré-épreuve, John Gallianos essaie de mieux cerner la personnalité du suspect, dont l'attitude est plutôt hostile. Pimparé ayant été victime de violences parentales et d'abus sexuels dans son enfance, Gallianos lui demande quelle est la personne qu'il aime le plus au monde. La personne que tu aimes le plus, tu me dis ta sœur Joanne. Elle se marie demain. Le test a lieu le vendredi, elle se marie le samedi. Il dit, tu parles d'un cadeau, puis il se met à pleurer. Le polygraphiste décide de profiter de cette faille dans l'armure de Pimparé pour l'amener à se confier. Il joue alors la carte de l'empathie. Et si j'arrive avec une attitude négative face à la personne, il va le sentir, ça. Puis il n'y aura pas le goût de se confier à quelqu'un. Et lorsqu'une personne se confie, généralement, elle se confie à quelqu'un qui respecte. Pas nécessairement qui aime, mais une personne qui respecte. Mais quand John Gallianos enchaîne avec des questions sur le crime du 3 juillet, Pimparé se montre à nouveau coriace. Et lorsque j'ai demandé sa version des faits, j'ai tout déjà compté à la police, rien qu'à les voir. J'ai dit que peu importe ce que tu dis à la police, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est ce que tu dis à moi. Gilles Pimparé accepte malgré tout de poursuivre sa rencontre avec John Gallianos, mais il fait preuve d'un grand scepticisme et se montre peu coopératif. Finalement, on a révisé les questions. On disait, ouais, demande-moi là, cette question-là. Ça va être la même réponse, c'est non. J'ai constaté, évidemment, immédiatement, que le battement cardiaque avait sauté d'environ 10 à 15 battements cardiaques les minutes, qui est assez substantiel. En juillet 1979, 2 cadavres sont repêchés dans les eaux du fleuve. John Gallianos a devant lui Gilles Pimparé, l'un des individus soupçonnés. Dès le début de l'interrogatoire, l'homme de 25 ans fait preuve d'un grand scepticisme et se montre peu coopératif. Le polygraphiste enchaîne avec un test de calibration pour démontrer que l'appareil fonctionne bien. Il demande à Gilles Pimparé de choisir une carte qu'il tente par la suite de deviner à l'aide du polygraphe. Lorsque j'ai annoncé que c'était bel et bien ajustable à l'appareil, la carte choisie, c'est la carte numéro, on va dire 8. Très déçu encore là. Alors que la personne qui est véridique a un comportement tout autre.
John Gallianos demande ensuite au suspect s'il est prêt pour le prochain test. Pimparé répond par l'affirmative, mais il semble se moquer royalement du résultat. J'ai commencé à faire les tests, dont les questions avaient été revisées avec lui d'avance. J'ai constaté, évidemment, immédiatement, que le battement cardiaque avait sauté d'environ 10 à 15 battements cardiaques la minute, qui est assez substantiel, c'est assez vite. Alors qu'à ta personne véridique, c'est l'inverse. Il ne faut pas se fier sur une question. Il faut regarder l'ensemble. Ce que les Américains appellent le cluster. À la fin de l'interrogatoire, John Gallianos analyse les résultats. Son constat est sans appel. Gilles Pimparé ne dit pas la vérité, mais ce dernier refuse le verdict. Il a continué à dire qu'il n'y avait rien à faire là-dedans, que la bébelle s'est trompée. Il appelle ça une bébelle. La bébelle s'est trompée. Je devais lui prouver que j'étais convaincu qu'il était impliqué là-dedans, en lui montrant les questions. Et lorsque j'ai vu qu'il avait penché la tête, qu'il réalisait qu'effectivement, le test démontrait qu'il était impliqué là-dedans, j'ai à ce moment-là expliqué à M. Pimparé qu'il n'était pas un monstre. Parce que les monstres, ça pleure pas. Une fois de plus, John Gallianos réussit à trouver les bons mots pour soutirer des confidences à un suspect. C'est assez difficile de rendre un crime semblable plus moralement acceptable. Mais on essaye de rejeter le blâme sur d'autres choses. Les problèmes qu'il y a eu dans la société, le fait qu'il était en prison à plusieurs reprises, etc., etc., etc. Et que je voyais pencher la tête. Et ça a été c'était une question de minutes. Puis il s'est mis à pleurer de nouveau, puis il s'est mis à table. Gilles Pimparé avoue finalement être l'un des meurtriers du pont Jacques-Cartier. Mais comme le test du polygraphe n'est pas admissible en preuve, John Gallianos tente d'obtenir une confession écrite. Il voulait pas. Non, j'écris rien, moi. Écris-les, toi. Ça fait qu'à ce moment-là, sur un pad ligné, après avoir eu sa version initiale, verbale, j'ai commencé à faire répéter la déclaration que je l'ai écrite sur papier. Et pour donner de la paternité à la déclaration, j'ai demandé s'il regrettait son geste. J'écrivais « Regrettes-tu ton geste? » Il m'a dit « C'est sûr, je vais le prouver. Tu vas voir demain. » En voulant dire, ce que j'ai compris de ça, c'est qu'il voulait se suicider le lendemain. John Gallianos réussit à obtenir des déclarations écrites de la main de Gilles Pimparé, mais pour convaincre le tribunal, il faudra plus que des aveux. Suite à une confession, surtout une cause de cette ampleur, il faut aller chercher de la corroboration. C'est bien beau qu'une personne nous dise « oui, je l'ai faite ». Par la suite, il peut dire « bien, j'ai dit ça pour m'en débarrasser ». Après avoir recueilli les aveux de Gilles Pimparé, John Gallianos informe l'enquêteur en chef de la confession du suspect. M. Goujon voulait y faire écrire une autre déclaration. Pimparé, ça ne tentait pas. J'ai tout dit là, je ne veux pas réécrire d'autres déclarations. Mais par contre, il a accepté de les amener sur la scène de crime, où est-ce que l'événement est arrivé. Gilles Pimparé et Normand Guérin accompagnent les enquêteurs sur les lieux du double meurtre. Parmi eux se trouve Robert Ménard, l'un des plus grands spécialistes de scènes de crime au Canada. Le pont Jacques-Cartier a été fermé complètement, chose qui n'avait jamais été faite depuis que le pont existe. Et là, les deux suspects, Guérin et Pimparé, ont démontré où il y avait, premièrement, accosté Maurice et Chantal, où ils les avaient amenés. Ils nous ont montré par où ils ont passé pour aller sur la passerelle. Et sur la passerelle, ce qui s'est passé. Les suspects racontent alors aux policiers les faits dramatiques qui se sont déroulés le soir du 3 juillet 1979. Après avoir abordé les jeunes et avoir récolté un maigre butin, ils les entraînent sur une plateforme de construction fixée sous le tablier du pont. Ils décident alors de s'en prendre à l'adolescente. La petite Chantal Dupont. Lorsqu'ils l'ont vue, ils l'ont trouvée cute. Fait qu'ils ont décidé d'avoir des relations sexuelles avec elle.
Le problème, c'est qu'il y avait un témoin, qui était Maurice Marcel. Les agresseurs forcent alors le jeune Maurice à s'approcher du bord de la passerelle donnant sur le vide et ils lui ordonnent de se jeter en bas. Et ils ont dit, écoute, saute en bas. Mais je l'ai vu l'horreur de cet enfant-là. Là. Il a dit non, je ne veux pas sauter. Puis pour un, je ne sais pas nager. Puis père, il a dit, bien, écoute, tu vas pouvoir nager sur un bord, tu vas pouvoir nager sur l'autre. Le jeune Maurice Marcel aurait alors dit aux deux malfaiteurs qu'ils allaient devoir le tuer parce qu'il ne sauterait jamais. Donc, ils ont décidé de l'assassiner. Et ils sont mis à l'étouffer. Et ils ont réalisé que ça se fait pas simplement de même. Ça a pris, selon eux, un bon 5 minutes. Après 5 minutes d'étranglement, voyant que les choses ne fonctionnent pas à leur goût, les deux hommes décident de précipiter Maurice Marcel dans le fleuve Saint-Laurent sous le regard horrifié de son ami. Là, il y avait la fille qui était témoin de ça. Ils se sont dit, on ne peut pas garder elle comme la fille comme témoin. Fait qu'ils ont commencé à jouer avec, en laissant sous-entendre qu'on pourrait sauver la vie si elle faisait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais dans les faits, les deux crapules n'avaient pas l'intention de la laisser partir. La jeune Chantal Dupont connaîtra la même fin tragique que son ami Maurice. Les enquêteurs, lorsqu'ils ont affaire à des cas comme ça, ne peuvent pas s'empêcher de penser à leurs propres enfants que ça pourrait leur arriver. Alors, c'est sûr que l'émotivité est un peu plus là. Et puis, la motivation de trouver les auteurs est encore plus là aussi. Je ne me rappelle pas si c'est Guérin ou Pimparé qui a dit, et je cite quasiment textuellement, « Vous auriez dû voir le crise de splash que ça a fait. » La défense a fait témoigner un expert, un ancien policier de Québec, un expert en écriture, qui est venu dire que les C et les D du document semblent avoir été écrites par M. Galanos. Assez pour créer un doute, vous savez. Selon le polygraphe, Gilles Pimparé est impliqué dans le meurtre de deux adolescents jetés en bas du pont Jacques-Cartier. Après sa confession, il emmène les enquêteurs sur les lieux du crime. L'analyste Robert Ménard prend d'abord de nombreuses photographies, puis inspecte minutieusement la scène, centimètre par centimètre. Le travail d'un technicien en scène de crime, c'est un travail de moine. Notre but, c'est de trouver des indices qui peuvent aider à l'enquête, que ce soit empreinte digitale, que ce soit traces de pas, que ce soit traces de sang, des douilles, un paquet de domaines qui pourront corroborer à l'enquête. Armé d'une patience à toute épreuve, Robert Ménard scrute la scène du crime. Il y trouve finalement d'importants éléments de preuve. À l'autopsie, le pathologiste s'est rendu compte qu'il manquait un pad de brassière avec Chantal Dupont. À la plateforme 163 pieds des eaux, le pad de brassière était là. Ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il a également trouvé un cheveu. Le cheveu qui est compatible avec les cheveux de Chantal Dupont. Ils ont fait des expertises à la morgue en prenant un échantillon des cheveux de Chantal et le cheveu que j'ai trouvé. Et ils ont établi, hors de tout doute raisonnable, que le cheveu était bien à Chantal. Un premier procès a lieu et les deux accusés sont reconnus coupables de meurtre. La Cour d'appel ordonnera toutefois un second procès. Dans les deux cas, John Gallianos est invité à témoigner devant le tribunal. Le polygraphiste devient un témoin intéressant pour la poursuite dans le scénario dans lequel l'inculpé, l'accusé, a fait une déclaration incriminante. Alors, son témoignage n'est plus vraiment en tant que polygraphiste pour donner son opinion sur si la personne disait vrai ou non, mais plutôt comme un agent de l'État qui a entendu ou qui a évidemment pris en note les aveux, la déclaration incriminante de l'accusé.
Gilles Pimparé prétend que John Gallianos a falsifié les rares segments de la déclaration qu'il a accepté de rédiger. La défense a fait témoin un expert, un ancien policier de Québec, un expert en écriture, qui est venu dire que les C et les D, assez pour créer un doute, vous savez, les C et les D du document semblent avoir été écrites par M. Gallianos. Nous, on fait venir l'experte canadienne, Michel Langlois. Et Michel a dit que les documents en question ont tous été écrits par Gilles Pimparé, incluant toutes les C et toutes les D. Et donc, il a été condamné une deuxième fois. Gilles Pimparé purge depuis une sentence d'emprisonnement à vie, tout comme son complice Normand Guérin. 35 ans après le crime du pont Jacques-Cartier, l'assassin tente toujours sans succès d'obtenir une libération conditionnelle. J'ai enquêté des homicides pendant une vingtaine d'années. On se rend compte qu'il y a 3 genres de personnes. Il y a des bonnes personnes. Ça, il faut avoir confiance à l'humanité. Ça, c'est 85 % du monde. Il y a des personnes qui savent pas ce qu'ils font. Puis il y a des personnes qui savent ce qu'ils font, mais ils sont méchants. C'est certain que ce monsieur-là est dans la 3e catégorie.